L'appartement était calme, si silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration, un son presque envoûtant dans le silence de mon refuge solitaire. J'ai choisi d'être seul ce soir-là. Il ne voulait pas des festivités bruyantes, ni des costumes ridicules qui transformaient la ville. Paris ressemblait à une farce ces nuits-là, avec ses fantômes en plastique et ses monstres de cinéma. Je préférais le silence de mon appartement et les livres qui me tenaient compagnie. Les invitations d'amis, toutes gentiment refusées, me semblaient maintenant lointaines, presque comme une autre vie. Le divan était mon sanctuaire, un verre de vin dans une main et un livre de Baudelaire dans l'autre. Le monde extérieur n'avait pas d'importance. Mais la paix, comme toujours, a la cruelle habitude d'être brisée. Au début, le son était léger. Quelque chose de subtil dans le couloir, peut-être un voisin qui s'apprête à partir, un jeune homme en retard pour l'une des fêtes à thème de la ville. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Après tout, les appartements sont comme ça, pleins de petits bruits qui se fondent dans le fond de la vie quotidienne. Cependant, au fil des minutes, les sons sont devenus plus persistants. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un marchait délibérément, s'arrêtait, puis accélérait le rythme. Mon attention a été détournée du livre. J'ai ressenti un malaise soudain, une légère agitation qui m'a remonté le dos. Le couloir a toujours été un endroit sûr, un espace entre le monde et ma vie. Mais maintenant, il avait l'air différent. Il y avait une densité dans l'air, une vibration qui perturbait l'environnement calme de ma maison. Je mis le livre de côté et me levai pour vérifier. J'ai ouvert la porte de l'appartement juste un peu, espérant voir quelque chose. Peut-être un voisin, un animal perdu, quelque chose qui pourrait justifier les sons. Rien. Le couloir était vide, éclairé seulement par les lampes jaunes qui rendaient l'espace plus sombre qu'il ne devrait l'être. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la nervosité. Je suis retourné sur le canapé, mais l'inconfort a continué. Le silence qui m'accueillait autrefois m'étouffait maintenant. Il était alerte. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelque chose de plus troublant se produise. Le premier coup à la porte fut doux, presque un toucher doux. Le genre de raclée qu'un ami ferait, quelqu'un qui ne veut pas être gênant, mais qui veut être entendu, ignoré. J'ai pensé que c'était une erreur. C'était Halloween, après tout, des gens ivres, des enfants à la recherche de bonbons, tout semblait avoir une explication plausible. Mais ensuite sont venus d'autres rythmes, plus forts, plus déterminés. Qui est là? Ma voix semblait plus fragile que je ne l'avais prévu. Pas de réponse. Je me dirigeais vers la porte, hésitant. J'ai regardé par le Judas, mais encore une fois, je n'ai vu personne. Le couloir était vide. Un silence absolu m'entoura de nouveau. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de rationaliser. Peut-être était-ce un jeu d'Halloween, un enfant essayant d'effrayer les voisins. Je suis retourné sur le canapé, mais le sentiment d'être observé était indéniable. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert l'application appareil photo de l'immeuble. Les images montraient le couloir devant mon appartement. Il était là, une silhouette, une ombre indistincte qui semblait planer près de ma porte. La silhouette y est restée quelques secondes, immobile, avant de disparaître de l'écran, comme si elle avait été effacée d'une réalité qui ne devrait pas exister. Mon cœur battait dans ma poitrine, chaque pulse résonnant dans mes oreilles. Qui ou quoi était-ce? J'ai regardé de nouveau par le Judas, mais il n'y avait rien. Malgré cela, les battements ont continué, plus insistants. Ils ne venaient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. La respiration s'est interrompue pendant une seconde. J'ai essayé de calmer mes pensées. Ce n'est pas possible. J'étais seul dans l'appartement, je le savais. Mais les rythmes, de plus en plus hauts, de plus en plus près. J'ai senti une vague de panique me submerger. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver une explication, mais il n'y avait rien. Juste moi et le son croissant de quelque chose ou de quelqu'un qui veut être remarqué. Je me suis de nouveau approché de la porte, mon téléphone portable fermement à la main. Alors que je me préparais à ouvrir, quelque chose m'a paralysé. Petite marque, des égratignures, comme si quelque chose avec des griffes avait essayé d'ouvrir la porte. Les marques étaient minces mais profondes, gravées dans le bois d'une manière qu'il était impossible d'ignorer.
Mes mains tremblaient lorsque j'ai touché les cicatrices sur la porte. Qui ou quoi avait fait cela? Pendant un moment, j'ai pensé à appeler quelqu'un. Mais qui? La police n'a pas pris cela au sérieux, non sans preuves évidentes d'intrusion. Et qu'est-ce que je dirais? Que quelque chose d'invisible grattait à ma porte. Une farce d'Halloween semblait être la seule explication logique. Mais la logique n'a pas calmé la terreur croissante en moi. Le bruit s'arrêta. Comme ça, tout d'un coup. Un silence sépulcral s'est emparé de l'environnement. Je restais immobile, attendant le prochain bruit. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est mon propre cœur, ma propre peur. Le sentiment d'être observé n'a pas disparu. Elle est restée, comme une ombre, une figure invisible qui refusait de me quitter. Le lendemain matin, quand la lumière du jour a enfin envahi l'appartement, j'ai tout laissé derrière moi. J'ai appelé le gérant de l'immeuble et lui ai annoncé que je déménageais. Il n'y avait pas de grandes explications, seulement que je ne me sentais plus en sécurité là-bas. Le visiteur, quel qu'il soit, n'a jamais été identifié. Les marques sur la porte, un rappel constant que quelque chose ou quelqu'un était là cette nuit-là, sont encore gravés dans ma mémoire. Halloween n'est pas un gros problème au Japon. Bien sûr, les magasins essaient de mettre des produits à thème sur la table, mais la culture populaire autour de la date n'atteint pas le niveau d'autres endroits. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention jusqu'à cette année. Le travail dévorait ma vie d'une manière insupportable, et c'est peut-être pour cela que je me suis laissé emporter par l'idée d'acheter une décoration simple, histoire de changer un peu l'atmosphère de l'appartement. Quelque chose d'un peu ironique, une distraction pour la fête occidentale, même si je savais à quel point c'était ridicule. J'ai passé des heures à faire défiler Internet, à la recherche de quelque chose qui n'était pas enfantin. Et puis je suis tombé sur un masque sur un petit site Internet, sans beaucoup d'informations. L'image était nette, dérangeante, d'une manière étrange. Un visage allongé, sans yeux, avec une bouche ouverte dans un cri silencieux. Les traits semblaient incroyablement réalistes, ce qui a suscité un sentiment de malaise, mais quelque chose m'a fait cliquer sur Acheter. C'était tout. Une pièce grotesque, pas comme les autres, parfaite pour rompre la monotonie de l'appartement. Le masque est arrivé dans un emballage commun. Pas de marque ni d'identification pertinente, ce qui m'a un peu dérangé, mais pas assez pour que je lui accorde de l'importance. Quand je l'ai sorti de la boîte, il avait l'air encore plus sinistre que sur la photo. La surface était lisse, presque comme si c'était de la peau. Le trou où les yeux auraient dû être était d'un vide inquiétant. Pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'elle me regardait, même si je savais que c'était impossible. Je me suis permis un petit rire. Ridicule. Je l'ai placé sur le mur en face du canapé. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Le travail prenait mes heures et l'appartement restait vide, stérile. Peut-être que le masque donnerait un ton différent à l'endroit, une vibration qui emporterait l'air de l'hôpital qui dominait ma maison. J'ai passé la nuit sans grands événements, mais quelque chose a commencé à me déranger. Le lendemain matin, j'ai ressenti une étrangeté. Le masque semblait avoir un peu bougé. Non pas que ce soit un endroit différent, mais la pente, c'était pas la même chose. La bouche qui avait l'air statique avait maintenant l'air plus... Ouvrir? Bien sûr, c'était juste dans ma tête. Je me suis approché pour inspecter, touchant le matériel. Froid, dur, propriété, tout est exactement comme il se doit. Les nuits suivantes n'ont pas été aussi paisibles. J'ai commencé à me réveiller au milieu de la nuit, avec l'impression qu'il y avait quelqu'un là-bas. J'entendais des bruits vagues, comme des chuchotements étouffés, mais dès que je me levais pour vérifier, tout redevint silencieux. Mon corps était tendu, mon cœur battait la chamade. Les lampadaires entraient par les fissures des fenêtres, mais il n'y avait rien ni personne. Et le masque. Elle avait toujours l'air différente. Les traits, l'expression. Quelque chose était en train de changer. Le sentiment d'être observé a commencé à me hanter pendant la journée. Quand je rentrais du travail, je me sentais toujours nerveuse en entrant dans l'appartement, comme si j'espérais que quelque chose avait bougé pendant que je n'étais pas là. Parfois, il croyait que le masque était sur son côté, comme s'il avait tourné la tête. À d'autres moments,
Il semblait que le cri muet devenait plus aigu, désespéré. La lumière de l'appartement se reflétait d'une manière étrange dans le trou où les yeux devraient être. Je ne voulais pas l'admettre, mais je devenais paranoïaque. C'est une de ces nuits, alors que j'essayais de dormir, que j'ai entendu un son plus clair, un mouvement. Quelque chose tombe. J'ai sauté du lit, mon cœur battant trop vite. J'ai couru dans le salon, les mains tremblantes, et c'était là, sur le sol. Le masque, tombé d'une manière qui n'avait pas de sens. Je ne me souvenais pas de l'avoir touché, et même si je l'avais fait, le clou dans le mur était toujours là, intact. J'ai décidé que ça suffisait. J'ai pris le masque et l'ai jeté dans la poubelle de l'immeuble. Le simple fait de se débarrasser d'elle devrait apporter un soulagement, mais je ne ressentais rien d'autre qu'un étrange vide. Je suis allé me coucher et j'ai essayé d'oublier le sentiment que quelque chose me regardait, même dans l'obscurité de la pièce. Le lendemain matin, quand je suis entré dans la pièce, j'ai failli crier. Le masque était de retour, au même endroit sur le mur, comme si de rien n'était. Le clou, la position, tout était exactement comme avant. Je me sentais désorienté. J'ai fouillé chaque centimètre de l'appartement à la recherche d'une explication rationnelle. Peut-être que quelqu'un était entré et l'avait remis en place, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. Je savais que ça n'avait pas de sens. J'ai passé des heures à faire de l'obsession, à essayer de comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai décidé de faire des recherches sur le masque. Je suis retourné sur le site web où je l'avais acheté, mais il avait disparu. Il n'y avait rien d'autre dans l'endroit, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai continué à chercher des informations, et au bout d'un moment, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un court article sur un forum obscur mentionnait un artisan qui créait des masques uniques et macabres, mais qui était mystérieusement mort lors de la confection de sa dernière pièce. Les descriptions correspondaient au masque que j'avais. Je voulais croire que c'était une coïncidence. Mais les voix que j'entendais maintenant la nuit et les ombres qui semblaient se déplacer dans les coins de mon appartement me disaient le contraire. J'ai décidé de détruire le masque. J'ai pris un marteau et, avec une force que je ne savais pas que j'avais, je l'ai brisé en morceaux. Le sentiment de soulagement a été immédiat, mais il a été de courte durée. La nuit suivante, les voix continuèrent, faibles, étouffants, mais maintenant plus proches. Et les fragments du masque, ils étaient là, sur le sol du salon, intacts, comme si je n'avais jamais rien fait. C'est la dernière fois que j'ai dormi dans cet appartement. Peu importait que j'y croie ou non. Quelque chose n'allait pas et je ne pouvais pas l'expliquer. Il n'y avait pas de logique dans ce qui se passait, mais la logique n'avait plus d'importance. Je suis parti, convaincu qu'il y avait quelque chose de mal attaché à ce masque, quelque chose que je ne comprendrais jamais. Aujourd'hui, je vis dans un autre endroit, un petit appartement sans décoration étrange. Mais parfois, j'ai l'impression d'être observé. Et les nuits plus calmes, je jure que je peux encore entendre ces murmures de plus en plus clairs. C'est à la fin du mois d'octobre, période à laquelle São Paulo a commencé à flirter avec les festivités d'Halloween, une coutume qui n'était pas exactement brésilienne, mais qui s'est infiltrée dans les périphéries d'une manière particulière. Le bruit des enfants, les cris de trick or treat et les rires occasionnels au loin formaient la toile de fond de ma soirée. Mes parents étaient en voyage, profitaient de longues vacances, et moi, Amanda Souza, je me préparais à une nuit d'études tranquille. J'avais un projet d'architecture à livrer, un de ceux qu'on ne peut pas remettre à plus tard, ce qui consomme des heures de concentration et de patience. Je profiterais du silence de la maison vide pour me consacrer. Il était facile de garder son calme. Le quartier, bien que simple, était accueillant. Des enfants frappaient à la porte de temps en temps, et moi, ne voulant pas être l'ennuyeux du quartier, j'ai acheté des bonbons et des chocolats à distribuer. Non pas qu'Halloween y ait une grande présence, mais c'était suffisant pour remonter le moral des enfants des rues. Alors, quand j'ai entendu le premier coup de sonnette à la porte, je me suis levé du canapé, quelque peu réticent à quitter mes études, mais m'attendant déjà à un visage masqué de l'autre côté. Lorsqu'elle ouvrit la porte, 4 petits enfants, déguisés en monstres et en princesses, souriaient.
Je leur ai tendu les bonbons, et bientôt ils sont retournés à leur jeu. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que le soleil disparaissait à l'horizon, l'atmosphère semblait changer. Les rires des enfants ont été remplacés par une agitation que je ne pouvais pas bien définir. Les visites devinrent moins fréquentes, jusqu'à ce que vers 8 heures du soir, le dernier groupe frappa à la porte. 3 adolescents portant des masques en plastique bon marché, du genre qui s'adaptait à peine au visage, m'ont regardé d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. Les masques, bien que grossiers, cachaient leurs intentions derrière des yeux qui brillaient de quelque chose de plus qu'une simple blague. « Des bonbons ou un sort ?» demanda l'un d'eux d'une voix presque moqueuse. J'ai donné les bonbons en essayant de garder ma posture calme, et j'ai fermé la porte. Le sourire facile que j'avais avant a disparu. Il y avait quelque chose dans ces masques qui me mettait mal à l'aise, quelque chose qui n'était pas seulement qu'ils étaient des adolescents qui jouaient à des jeux d'Halloween. Je me suis penché en arrière à la table d'études, mais je n'arrivais plus à me concentrer. À chaque bruit de pas ou de murmure lointain, mes oreilles s'aiguisaient. C'est alors que, vers 9 heures, la sonnette retentit à nouveau. Un groupe de plus, pensais-je, mais quand j'ai ouvert la porte, je n'ai trouvé que le vide de la rue, avec le vent glacial qui soufflait doucement. Il n'y avait plus d'enfants qui jouaient, seulement un silence troublant. J'ai soupiré en essayant de retourner au travail, mais dès que je me suis retourné, la sonnette a sonné à nouveau. Cette fois, lorsqu'il a ouvert la porte, un œuf s'est brisé sur le sol du salon, salissant tout. « Quel bordel !» j'ai marmonné en m'essuyant le visage avec ma manche de chemise. J'ai claqué la porte et j'ai couru chercher un chiffon. Je savais que c'était une sorte de blague, mais j'étais seul et ça commençait à m'épuiser. Quand la sonnette a sonné pour la 3e fois, je ne l'ai pas ouverte. Je suis resté silencieux, attendant que les responsables se fatiguent et partent. Cependant, cette fois, j'ai entendu des bruits de pas dans la maison. Les mêmes bruits se répétaient, des coups à la fenêtre, des rires étouffés et le bruit de quelque chose qui grattait le mur à l'extérieur. Je suis entré dans le salon, éteignant les lumières, essayant de rester invisible. Ma respiration est devenue rapide. J'ai appelé mes parents, mais l'appel est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé le numéro de police, mais la ligne fixe, que j'utilisais rarement, semblait être coupée. Mon téléphone était dans la pièce, et pour une raison quelconque, le poids d'y aller et de m'exposer me semblait trop risqué. C'est alors que j'ai entendu le bruit du verre qui se brisait. L'une des fenêtres de la cuisine. Mon cœur s'est emballé, et pendant une seconde, je me suis figé. De là où je me tenais, j'ai vu l'un des personnages masqués qui essayait d'entrer. C'était ce même groupe d'adolescents, maintenant sans aucune honte. L'un d'eux a commencé à donner des coups de pied dans la porte d'entrée, tandis que l'autre essayait de forcer la vitre brisée. J'ai couru vers la chambre et j'ai verrouillé la porte. N'ayant pas d'autre option, j'ai cherché quelque chose que je pourrais utiliser comme une arme. J'ai attrapé un manche à balai et mon téléphone portable, essayant d'appeler quelqu'un, mais le signal était faible. Le désespoir m'a envahi. J'étais enfermé dans ma propre maison, chassé comme si j'étais un animal. J'entendis le bruit de la porte d'entrée qui cédait. Ils avaient réussi à entrer. Ma respiration était lourde, mon cœur s'emballait. Le bruit de leurs pas résonna dans le couloir. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. Entendant le son d'une voix étouffée dans les couloirs, j'ai fait de mon mieux pour rester calme. « Elle est là !» murmura l'une des voix. Un son étouffé, déformé par le masque. Je ne pouvais pas dire si c'était un garçon ou une fille. Je ne pouvais plus m'enfuir. La panique était si grande que le simple fait de respirer semblait trop bruyant. Mais au milieu du chaos, une idée m'est venue. J'ai pris un vieux couteau de poche que mon père utilisait et je l'ai mis dans ma poche. Je savais que ce ne serait pas suffisant, mais peut-être qu'il croyait que j'étais armé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes mains tremblantes. Soudain, l'un des hommes masqués a donné un coup de pied dans la porte de ma chambre. Je me levai d'un bond, tenant le couteau de poche et pointant dans leur direction, comme si j'étais prêt à attaquer. « Sortez d'ici ! Je suis armé !» j'ai crié d'une voix que je ne me reconnaissais pas.
La montée d'adrénaline m'a donné l'air plus confiant que je ne l'étais. Pendant un bref instant, ils hésitèrent. Je pouvais voir à travers les trous dans les masques que l'idée d'affronter quelqu'un armé ne faisait pas partie de leur plan. Ils échangèrent un regard, et avant que l'un d'eux ne puisse se décider, je m'avançai en pointant le canif. « Je te tuerai si tu viens ici. » J'ai crié. C'était assez. Ils ont reculé, bien qu'ils ne soient pas du tout certains que ce soit par peur ou simplement parce qu'ils ne voulaient pas aller plus loin. Le bruit de pas précipités a résonné dans toute la maison et en quelques secondes, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Je suis resté immobile pendant de longues minutes, le couteau de poche toujours fermement dans mes mains. Mes genoux ont commencé à trembler et finalement, je me suis laissé tomber au sol, tenant toujours cette arme inutile. Le silence s'installa de nouveau dans la maison, rompu seulement par le bruit de mes propres pleurs. Je savais qu'ils étaient loin, mais le traumatisme s'était installé. La maison, qui avait été mon refuge, me semblait maintenant menaçante. L'obscurité à l'extérieur, qui n'était autrefois que la scène de la nuit, s'est transformée en un rappel constant que le danger pouvait être n'importe où, déguisé en une farce inoffensive. Je m'appelle Declan O'Connor, et honnêtement, j'ai toujours pensé que les histoires de fantômes étaient pratiques pour vendre des visites bon marché. Je travaille comme guide touristique à Dublin, et bien que j'aime l'histoire de ma ville, ce qui me motive vraiment, c'est l'engagement en ligne. Mes abonnés adorent quand je mélange la beauté de l'Irlande avec une pincée de suspense. Je me suis donc dit qu'à l'approche d'Halloween, explorer un vieux château abandonné serait l'occasion idéale de créer du contenu viral. Le château de Kilcrea se trouve à quelques heures de Dublin, et c'est un joyau perdu au milieu de la campagne irlandaise. Construite au XVe siècle, c'était autrefois une forteresse imposante, mais personne ne s'en est approché depuis des décennies. Les légendes locales parlent de pratiques païennes, de rituels qui se seraient perpétués bien après la fin des croyances celtiques. Bien sûr, je pensais que tout cela était une exagération, mais rien de tel qu'une bonne histoire d'horreur pour attirer des adeptes. Le jour d'Halloween est tombé sur une nuit particulièrement froide et nuageuse, le genre de temps que les touristes associent au temps mystérieux de l'Irlande. Armé d'une lampe de poche, de mon téléphone portable et d'un appareil photo pour capturer tout le contenu, je suis entré par la porte principale du château, ou ce qu'il en restait. Les pierres, patinées et recouvertes de mousse, donnaient l'impression que l'endroit était non seulement ancien, mais oublié du monde. Super scénario, ai-je pensé en enregistrant la première partie de mes histoires. La structure interne était pratiquement en ruine, avec des vignes envahissant les couloirs et des murs s'effondrant par endroits. Il n'y avait pas de bruit de vent, pas d'animaux, juste un profond silence, comme si le château lui-même retenait son souffle. J'ai continué à marcher, explorant les pièces abandonnées, toutes plus dégradées les unes que les autres, jusqu'à ce que, au bout d'un couloir, je tombe sur une grande salle, la seule partie du château qui semblait avoir été, d'une manière ou d'une autre, préservée. Sur le mur opposé, il y avait des marques de pierre sculptées qui ne faisaient clairement pas partie de la décoration d'origine. C'étaient d'étranges symboles, des cercles entrelacés, des figures humaines se tenant la main, leurs visages déformés en expression d'horreur. Mon instinct m'a poussé à dire qu'il s'agissait d'une blague d'un vandale, mais il y avait quelque chose dans les symboles qui me dérangeait, une précision et des détails qui ne semblaient pas être l'œuvre d'un amateur. J'ai commencé à filmer, à raconter pour la caméra. Ici, nous voyons ce qui semble être des marques d'anciens rituels. On dit que le jour d'Halloween, les gens du coin se rassemblaient pour... Ma voix s'est brisée pendant une seconde. J'ai cru entendre quelque chose, un son faible, presque indiscernable. C'était comme un soupir. Mais il n'y avait personne avec moi, et le château, pour autant que je sache, était vide. J'ai pris une profonde respiration et j'ai continué, essayant de rendre les images aussi décontractées que possible. Mais en marchant, le son est revenu. Maintenant, plus clair, comme des pas légers derrière moi. J'ai tourné vite, la lampe de poche fendant l'air, mais le couloir derrière moi était vide. L'air me semblait plus lourd, comme si l'environnement autour de moi s'était un peu plus fermé.
J'ai décidé de continuer à explorer. Après tout, j'y étais déjà, et il serait ridicule de tout abandonner pour une illusion de son. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le château, le sentiment d'être observé devenait plus fort. Les murs semblaient maintenant plus étroits, suffocants. C'est alors que j'ai découvert un petit escalier de pierre, caché derrière un tapis délavé qui semblait avoir été intact pendant des siècles. Le cœur battant plus vite, je suis descendu lentement, et ce que j'ai trouvé au sous-sol m'a fait arrêter le souffle. Le sol était recouvert de terre battue, et au centre de la pièce, il y avait une grande dalle de pierre, inclinée comme une table, avec des anneaux métalliques rouillés aux extrémités, où clairement quelque chose ou quelqu'un aurait été attaché. De vieilles traces de sang tachaient encore la pierre. Tout autour, plus de symboles gravés sur les murs, cette fois-ci avec plus de détails, montrant des scènes de sacrifice, de corps brisés, entourés de personnages avec des masques d'animaux. J'aurais dû partir à ce moment-là. Quelque chose en moi me criait de courir, de sortir de là et de ne jamais revenir. Mais ma curiosité et honnêtement mon besoin d'impressionner mes abonnés m'a maintenu stable. Ils voulaient plus. Ils voulaient la vérité derrière la légende. J'ai touché les symboles du bout des doigts, en essayant de comprendre la signification de chacun d'eux. C'est alors que je l'ai entendu. D'abord, ce n'était qu'un murmure, puis un cri. Pas de mon imagination, mais d'un vrai cri, d'une douleur viscérale. Les murs semblaient vibrer au rythme du son. J'ai couru vers l'escalier, mais les portes du château étaient fermées, sans que je les ai jamais fermées. J'ai commencé à transpirer, mon corps dans une frénésie d'adrénaline. J'ai entendu des pas qui montaient l'escalier, mais personne n'est apparu. Juste des sons, des échos de quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais qui était clairement là avec moi. Ma lampe de poche a clignoté et l'air est devenu froid. Quelque chose bougeait dans l'obscurité, et pendant une seconde, j'ai vu, ou cru voir, des ombres déformées le long des murs, comme si les figures sculptées étaient sorties de la pierre. Ils ne se tenaient plus la main, mais s'approchaient de moi, lentement. Je pouvais sentir ses yeux vides me fixer, ses mains déformées essayant de m'atteindre. Je me suis tourné vers la porte et j'ai essayé de la défoncer, mais elle ne voulait pas bouger. Mes cris résonnaient dans le château, une cacophonie d'effroi qui se mêlait aux gémissements des anciennes victimes. J'ai senti une main invisible toucher l'arrière de mon cou, le contact glacial qui a fait se raidir tout mon corps. Finalement, dans un dernier élan de désespoir, j'ai réussi à briser la serrure de la porte. J'ai couru dans le couloir sombre, sans me retourner, avec l'horrible sensation que quelque chose me poursuivait. Quand je sortis du château, l'air me parut moins oppressant, mais le silence continua. J'ai regardé le bâtiment une dernière fois et j'ai juré de voir une silhouette aux fenêtres qui me regardait en retour. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé comme un fou jusqu'à Dublin, sans m'arrêter pour respirer. Mes abonnés adoreraient sans aucun doute l'histoire, mais je savais que je n'y retournerais jamais. Cependant, la vraie terreur est venue plus tard. Chaque nuit, dans mes rêves, je revis ce château. Les cris, les murmures, les ombres qui se déplacent le long des murs. Je me réveille toujours avec le sentiment que quelque chose m'a suivi à partir de là, quelque chose qui est toujours avec moi, même à la maison. Et au fond de mon esprit, je ressens toujours ce contact glacial à l'arrière de ma tête, comme s'il m'avertissait que je ne m'en suis jamais vraiment échappé. Halloween n'a jamais été quelque chose que j'ai pris au sérieux. Les films d'horreur m'ont toujours semblé absurdes et prévisibles, faits pour ceux qui avaient besoin d'une frayeur facile. J'adorais rire des clichés, le monstre qui apparaît quand on s'y attend le moins, l'héroïne qui court toujours au mauvais endroit, les frayeurs qui ne m'ont jamais attrapé. Alors, dans la nuit du 31 octobre, alors que la ville se remplissait de costumes et de fêtes, j'ai décidé de passer la nuit seul, à zapper entre les chaînes d'horreur et à m'amuser au détriment des histoires stupides. Mon appartement, au 10e étage d'un vieil immeuble à New York, était l'endroit idéal pour cela. Je me suis installé sur le canapé, avec un tas de pop-corn sur mes genoux et une couverture enroulée autour de mes épaules. Le bruit étouffé de la pluie frappant les fenêtres ajoutait une touche subtile à l'ambiance.
J'ai sauté de film en film, à la recherche de quelque chose qui me divertirait, mais rien n'a trop retenu mon attention. Jusqu'à ce que, entre une pause et une autre, l'écran du téléviseur clignote, comme s'il ajustait le signal. Soudain, une image granuleuse en noir et blanc des caméras de surveillance a émergé. Au début, j'ai pensé que c'était une sorte de publicité pour un film. Une maison est apparue dans le coin de l'écran, avec des caméras pointées sous tous les angles. La qualité était terrible, pleine d'interférences. C'était une vieille maison avec de grandes fenêtres et une porte en bois solide. Quelque chose dans l'image m'a semblé familier, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Après tout à New York semblait se répéter. Les caméras ont suivi en boucle, montrant différentes pièces de la maison, toutes vides. J'ai continué à regarder, espérant que la scène se transformerait en quelque chose de plus excitant. Mais les caméras montraient toujours la même chose. Dans la cuisine, une lampe vacillait, projetant des ombres sur les carreaux usés. Dans le couloir, une fenêtre entr'ouverte claquait doucement au vent. J'attendais la peur. C'était le moment classique. Une silhouette, une porte qui s'ouvre toute seule, un effet prévisible. Mais au lieu de cela, j'ai remarqué un détail inconfortable. Les meubles de cette maison avaient l'air trop familier. Le canapé usé avec le même motif gris délavé, le tapis qui se trouvait dans le hall d'entrée, et même la lampe d'angle. Tout était identique à mon appartement. Ce ne pouvait pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Je me suis assis sur le canapé plus attentif, et mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai commencé à reconnaître les détails, les petites fissures dans le plafond, la façon dont la peinture s'écaillait dans certains coins. Ce n'était pas seulement familier, c'était mon immeuble. Je voyais, avec une certitude absolue, l'appartement en face du mien. Un frisson m'a parcouru l'échine. Maintenant, chaque scène de l'émission me semblait incroyablement réelle. Une caméra s'est concentrée sur le couloir, et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette debout dans le coin de l'écran. Il était silencieux, regardant, immobile. Il était difficile de discerner un détail avec la mauvaise qualité de la vidéo, mais c'était quelqu'un, une personne, avec le visage complètement dans l'ombre. C'est une partie d'un film d'horreur bon marché, ai-je pensé. J'ai essayé de me convaincre que c'était une sorte de truc de montage. Malgré cela, je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. La silhouette était là, immobile, et je la sentais, même sans la voir clairement. La caméra du couloir se balançait légèrement, capturant les pas lourds de la personne qui se dirigeait vers la porte d'entrée. Ma poitrine s'est serrée. C'était comme si je pouvais sentir le poids des pas résonner sur le sol, même si je n'entendais rien. Puis, une idée horrible m'a traversé l'esprit. Le bâtiment que je voyais était le mien. L'émission me montrait à partir de caméras dont j'ignorais l'existence. Et ce chiffre s'approchait de ma porte. J'ai lâché la télécommande, qui est tombée avec un craquement sourd sur le sol. Le coureur montré lors de l'émission était mon coureur. Chaque détail s'y adaptait. Les vieux cadres, le bruit des fenêtres qui claquaient avec le vent fort du dehors. Je me suis levé, essayant d'ignorer l'adrénaline qui faisait trembler mes mains, et je suis allé à la porte d'entrée. J'ai posé mon œil sur le Judas, et ce que j'ai vu m'a fait tourner l'estomac. Le couloir était vide, il n'y avait personne. Le bruit de la pluie et du vent était le seul bruit en dehors de ma respiration accélérée. Je suis retourné dans le salon, ne sachant pas quoi faire. Sur la télévision, la silhouette était toujours là, maintenant plus proche de la caméra, atteignant presque la porte d'entrée. Je savais ce qui allait arriver, mais je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai entendu des bruits de pas lourds et lents dans le couloir. Mon cœur s'est emballé. Je suis retourné à la porte en courant et j'ai regardé à nouveau par le Judas. Rien. Personne. Panique. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris mon téléphone pour appeler la police. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et j'ai porté le téléphone à mon oreille. L'indicatif d'appel a résonné une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'une voix robotique coupe la ligne. Nous avons des difficultés techniques, veuillez réessayer plus tard. Désespéré, j'ai commencé à vérifier toutes les serrures de la porte, même si je savais déjà qu'elles étaient correctement fermées. Sur la télévision, la silhouette se tenait maintenant devant ma porte, fixant directement la caméra qui capturait mon entrée.
J'avais l'impression d'entendre sa respiration, même si la transmission était complètement silencieuse. J'ai couru vers la fenêtre, essayant de voir s'il y avait quelqu'un dans les parages. Mais du 10e étage, tout ce que je pouvais voir, c'était la ville trempée par la pluie, complètement inconsciente de mon désespoir. N'ayant pas d'autre choix, je me suis caché dans la pièce. J'ai fermé la porte à clé et je me suis blotti sous le lit, comme si j'étais un enfant effrayé. Les heures ont passé. La transmission n'a pas cessé. La silhouette ne bougeait plus, mais je pouvais sentir sa présence de l'autre côté de la porte. À chaque petit bruit, le grincement des planches, le bruit lointain de la rue, je ressentais une oppression dans ma poitrine, m'attendant au pire. L'aube parut, et avec le jour, la transmission cessa. La chaîne est revenue à son cycle cinématographique normal, comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'arrivais plus à me convaincre que ce n'était qu'une blague, un film mal monté. Cette peur viscérale d'être observé, d'avoir quelqu'un à la porte de ma propre maison, était trop réelle. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais pu regarder de films d'horreur. Peu importe à quel point j'étais sceptique, à quel point j'essayais d'être rationnel. Ce sentiment d'être toujours observé, que quelqu'un puisse être derrière une caméra, à espionner mes mouvements, ne m'a jamais quitté. L'appartement était calme, si silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration, un son presque envoûtant dans le silence de mon refuge solitaire. J'ai choisi d'être seul ce soir-là. Il ne voulait pas des festivités bruyantes, ni des costumes ridicules qui transformaient la ville. Paris ressemblait à une farce ces nuits-là, avec ses fantômes en plastique et ses monstres de cinéma. Je préférais le silence de mon appartement et les livres qui me tenaient compagnie. Les invitations d'amis, toutes gentiment refusées, me semblaient maintenant lointaines, presque comme une autre vie. Le divan était mon sanctuaire, un verre de vin dans une main et un livre de Baudelaire dans l'autre. Le monde extérieur n'avait pas d'importance. Mais la paix, comme toujours, a la cruelle habitude d'être brisée. Au début, le son était léger. Quelque chose de subtil dans le couloir, peut-être un voisin qui s'apprête à partir, un jeune homme en retard pour l'une des fêtes à thème de la ville. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Après tout, les appartements sont comme ça, pleins de petits bruits qui se fondent dans le fond de la vie quotidienne. Cependant, au fil des minutes, les sons sont devenus plus persistants. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un marchait délibérément, s'arrêtait, puis accélérait le rythme. Mon attention a été détournée du livre. J'ai ressenti un malaise soudain, une légère agitation qui m'a remonté le dos. Le couloir a toujours été un endroit sûr, un espace entre le monde et ma vie. Mais maintenant, il avait l'air différent. Il y avait une densité dans l'air, une vibration qui perturbait l'environnement calme de ma maison. Je mis le livre de côté et me levai pour vérifier. J'ai ouvert la porte de l'appartement juste un peu, espérant voir quelque chose. Peut-être un voisin, un animal perdu, quelque chose qui pourrait justifier les sons. Rien. Le couloir était vide, éclairé seulement par les lampes jaunes qui rendaient l'espace plus sombre qu'il ne devrait l'être. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la nervosité. Je suis retourné sur le canapé, mais l'inconfort a continué. Le silence qui m'accueillait autrefois m'étouffait maintenant. Il était alerte. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelque chose de plus troublant se produise. Le premier coup à la porte fut doux, presque un toucher doux. Le genre de raclée qu'un ami ferait, quelqu'un qui ne veut pas être gênant, mais qui veut être entendu, ignoré. J'ai pensé que c'était une erreur. C'était Halloween, après tout, des gens ivres, des enfants à la recherche de bonbons, tout semblait avoir une explication plausible. Mais ensuite sont venus d'autres rythmes, plus forts, plus déterminés. Qui est là? Ma voix semblait plus fragile que je ne l'avais prévu. Pas de réponse. Je me dirigeais vers la porte, hésitant. J'ai regardé par le Judas, mais encore une fois, je n'ai vu personne. Le couloir était vide. Un silence absolu m'entoura de nouveau. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de rationaliser. Peut-être était-ce un jeu d'Halloween, un enfant essayant d'effrayer les voisins. Je suis retourné sur le canapé, mais le sentiment d'être observé était indéniable. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais.
J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert l'application appareil photo de l'immeuble. Les images montraient le couloir devant mon appartement. Il était là, une silhouette, une ombre indistincte qui semblait planer près de ma porte. La silhouette y est restée quelques secondes, immobile, avant de disparaître de l'écran, comme si elle avait été effacée d'une réalité qui ne devrait pas exister. Mon cœur battait dans ma poitrine, chaque pouce résonnant dans mes oreilles. Qui ou quoi était-ce? J'ai regardé de nouveau par le Judas, mais il n'y avait rien. Malgré cela, les battements ont continué, plus insistants. Ils ne venaient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. La respiration s'est interrompue pendant une seconde. J'ai essayé de calmer mes pensées. Ce n'est pas possible. J'étais seul dans l'appartement, je le savais. Mais les rythmes, de plus en plus hauts, de plus en plus près. J'ai senti une vague de panique me submerger. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver une explication, mais il n'y avait rien. Juste moi et le son croissant de quelque chose ou de quelqu'un qui veut être remarqué. Je me suis de nouveau approché de la porte, mon téléphone portable fermement à la main. Alors que je me préparais à ouvrir, quelque chose m'a paralysé. Petite marque, des égratignures, comme si quelque chose avec des griffes avait essayé d'ouvrir la porte. Les marques étaient minces mais profondes, gravées dans le bois d'une manière qu'il était impossible d'ignorer. Mes mains tremblaient lorsque j'ai touché les cicatrices sur la porte. Qui ou quoi avait fait cela? Pendant un moment, j'ai pensé à appeler quelqu'un. Mais qui? La police n'a pas pris cela au sérieux, non sans preuves évidentes d'intrusion. Et qu'est-ce que je dirais? Que quelque chose d'invisible grattait à ma porte. Une farce d'Halloween semblait être la seule explication logique, mais la logique n'a pas calmé la terreur croissante en moi. Le bruit s'arrêta. Comme ça, tout d'un coup. Un silence sépulcral s'est emparé de l'environnement. Je restais immobile, attendant le prochain bruit. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est mon propre cœur, ma propre peur. Le sentiment d'être observé n'a pas disparu. Elle est restée, comme une ombre, une figure invisible qui refusait de me quitter. Le lendemain matin, quand la lumière du jour a enfin envahi l'appartement, j'ai tout laissé derrière moi. J'ai appelé le gérant de l'immeuble et lui ai annoncé que je déménageais. Il n'y avait pas de grandes explications, seulement que je ne me sentais plus en sécurité là-bas. Le visiteur, quel qu'il soit, n'a jamais été identifié. Les marques sur la porte, un rappel constant que quelque chose ou quelqu'un était là cette nuit-là, sont encore gravés dans ma mémoire. Halloween n'est pas un gros problème au Japon. Bien sûr, les magasins essaient de mettre des produits à thème sur la table, mais la culture populaire autour de la date n'atteint pas le niveau d'autres endroits. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention jusqu'à cette année. Le travail dévorait ma vie d'une manière insupportable, et c'est peut-être pour cela que je me suis laissé emporter par l'idée d'acheter une décoration simple, histoire de changer un peu l'atmosphère de l'appartement. Quelque chose d'un peu ironique, une distraction pour la fête occidentale, même si je savais à quel point c'était ridicule. J'ai passé des heures à faire défiler Internet, à la recherche de quelque chose qui n'était pas enfantin. Et puis je suis tombé sur un masque sur un petit site Internet, sans beaucoup d'informations. L'image était nette, dérangeante, d'une manière étrange. Un visage allongé, sans yeux, avec une bouche ouverte dans un cri silencieux. Les traits semblaient incroyablement réalistes, ce qui a suscité un sentiment de malaise, mais quelque chose m'a fait cliquer sur Acheter. C'était tout. Une pièce grotesque, pas comme les autres, parfaite pour rompre la monotonie de l'appartement. Le masque est arrivé dans un emballage commun. Pas de marque ni d'identification pertinente, ce qui m'a un peu dérangé, mais pas assez pour que je lui accorde de l'importance. Quand je l'ai sorti de la boîte, il avait l'air encore plus sinistre que sur la photo. La surface était lisse, presque comme si c'était de la peau. Le trou où les yeux auraient dû être était d'un vide inquiétant. Pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'elle me regardait, même si je savais que c'était impossible. Je me suis permis un petit rire. Ridicule. Je l'ai placé sur le mur en face du canapé. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Le travail prenait mes heures et l'appartement restait vide, stérile. Peut-être que le masque donnerait un ton différent à l'endroit,
une vibration qui emporterait l'air de l'hôpital qui dominait ma maison. J'ai passé la nuit sans grands événements, mais quelque chose a commencé à me déranger. Le lendemain matin, j'ai ressenti une étrangeté. Le masque semblait avoir un peu bougé. Non pas que ce soit un endroit différent, mais la pente, c'était pas la même chose. La bouche qui avait l'air statique avait maintenant l'air plus... Ouvrir? Bien sûr, c'était juste dans ma tête. Je me suis approché pour inspecter, touchant le matériel. Froid, dur, propriété, tout est exactement comme il se doit. Les nuits suivantes n'ont pas été aussi paisibles. J'ai commencé à me réveiller au milieu de la nuit, avec l'impression qu'il y avait quelqu'un là-bas. J'entendais des bruits vagues, comme des chuchotements étouffés, mais dès que je me levais pour vérifier, tout redevint silencieux. Mon corps était tendu, mon cœur battait la chamade. Les lampadaires entraient par les fissures des fenêtres, mais il n'y avait rien ni personne. Et le masque. Elle avait toujours l'air différente. Les traits, l'expression. Quelque chose était en train de changer. Le sentiment d'être observé a commencé à me hanter pendant la journée. Quand je rentrais du travail, je me sentais toujours nerveuse en entrant dans l'appartement, comme si j'espérais que quelque chose avait bougé pendant que je n'étais pas là. Parfois, il croyait que le masque était sur son côté, comme s'il avait tourné la tête. À d'autres moments, il semblait que le cri muet devenait plus aigu, désespéré. La lumière de l'appartement se reflétait d'une manière étrange dans le trou où les yeux devraient être. Je ne voulais pas l'admettre, mais je devenais paranoïaque. C'est une de ces nuits, alors que j'essayais de dormir, que j'ai entendu un son plus clair, un mouvement. Quelque chose tombe. J'ai sauté du lit, mon cœur battant trop vite. J'ai couru dans le salon, les mains tremblantes, et c'était là, sur le sol. Le masque, tombé d'une manière qui n'avait pas de sens. Je ne me souvenais pas de l'avoir touché, et même si je l'avais fait, le clou dans le mur était toujours là, intact. J'ai décidé que ça suffisait. J'ai pris le masque et l'ai jeté dans la poubelle de l'immeuble. Le simple fait de se débarrasser d'elle devrait apporter un soulagement, mais je ne ressentais rien d'autre qu'un étrange vide. Je suis allé me coucher et j'ai essayé d'oublier le sentiment que quelque chose me regardait, même dans l'obscurité de la pièce. Le lendemain matin, quand je suis entré dans la pièce, j'ai failli crier. Le masque était de retour, au même endroit sur le mur, comme si de rien n'était. Le clou, la position, tout était exactement comme avant. Je me sentais désorienté. J'ai fouillé chaque centimètre de l'appartement à la recherche d'une explication rationnelle. Peut-être que quelqu'un était entré et l'avait remis en place, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. Je savais que ça n'avait pas de sens. J'ai passé des heures à faire de l'obsession, à essayer de comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai décidé de faire des recherches sur le masque. Je suis retourné sur le site web où je l'avais acheté, mais il avait disparu. Il n'y avait rien d'autre dans l'endroit, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai continué à chercher des informations, et au bout d'un moment, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un court article sur un forum obscur mentionnait un artisan qui créait des masques uniques et macabres, mais qui était mystérieusement mort lors de la confection de sa dernière pièce. Les descriptions correspondaient au masque que j'avais. Je voulais croire que c'était une coïncidence. Mais les voix que j'entendais maintenant la nuit et les ombres qui semblaient se déplacer dans les coins de mon appartement me disaient le contraire. J'ai décidé de détruire le masque. J'ai pris un marteau et, avec une force que je ne savais pas que j'avais, je l'ai brisé en morceaux. Le sentiment de soulagement a été immédiat, mais il a été de courte durée. La nuit suivante, les voix continuèrent, faibles, étouffants, mais maintenant plus proches. Et les fragments du masque, ils étaient là, sur le sol du salon, intacts, comme si je n'avais jamais rien fait. C'est la dernière fois que j'ai dormi dans cet appartement. Peu importait que j'y croie ou non. Quelque chose n'allait pas et je ne pouvais pas l'expliquer. Il n'y avait pas de logique dans ce qui se passait, mais la logique n'avait plus d'importance. Je suis parti, convaincu qu'il y avait quelque chose de mal attaché à ce masque, quelque chose que je ne comprendrai jamais. Aujourd'hui, je vis dans un autre endroit, un petit appartement sans décoration étrange. Mais parfois, j'ai l'impression d'être observé. Et les nuits plus calmes,
Je jure que je peux encore entendre ces murmures de plus en plus clairs. C'est à la fin du mois d'octobre, période à laquelle São Paulo a commencé à flirter avec les festivités d'Halloween, une coutume qui n'était pas exactement brésilienne, mais qui s'est infiltrée dans les périphéries d'une manière particulière. Le bruit des enfants, les cris de trick or treat et les rires occasionnels au loin formaient la toile de fond de ma soirée. Mes parents étaient en voyage, profitaient de longues vacances, et moi, Amanda Souza, je me préparais à une nuit d'études tranquille. J'avais un projet d'architecture à livrer, un de ceux qu'on ne peut pas remettre à plus tard, ce qui consomme des heures de concentration et de patience. Je profiterai du silence de la maison vide pour me consacrer. Il était facile de garder son calme. Le quartier, bien que simple, était accueillant. Des enfants frappaient à la porte de temps en temps, et moi, ne voulant pas être l'ennuyeux du quartier, j'ai acheté des bonbons et des chocolats à distribuer. Non pas qu'Halloween y ait eu une grande présence, mais c'était suffisant pour remonter le moral des enfants des rues. Alors, quand j'ai entendu le premier coup de sonnette à la porte, je me suis levé du canapé, quelque peu réticent à quitter mes études, mais m'attendant déjà à un visage masqué de l'autre côté. Lorsqu'elle ouvrit la porte, 4 petits enfants, déguisés en monstres et en princesses, souriaient. Je leur ai tendu les bonbons, et bientôt ils sont retournés à leur jeu. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que le soleil disparaissait à l'horizon, l'atmosphère semblait changer. Les rires des enfants ont été remplacés par une agitation que je ne pouvais pas bien définir. Les visites devinrent moins fréquentes, jusqu'à ce que vers 8 heures du soir, le dernier groupe frappa à la porte. 3 adolescents portant des masques en plastique bon marché, du genre qui s'adaptait à peine au visage, m'ont regardé d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. Les masques, bien que grossiers, cachaient leurs intentions derrière des yeux qui brillaient de quelque chose de plus qu'une simple blague. « Des bonbons ou un sort ?» demanda l'un d'eux d'une voix presque moqueuse. J'ai donné les bonbons en essayant de garder ma posture calme, et j'ai fermé la porte. Le sourire facile que j'avais avant a disparu. Il y avait quelque chose dans ces masques qui me mettait mal à l'aise, quelque chose qui n'était pas seulement qu'ils étaient des adolescents qui jouaient à des jeux d'Halloween. Je me suis penché en arrière à la table d'études, mais je n'arrivais plus à me concentrer. À chaque bruit de pas ou de murmure lointain, mes oreilles s'aiguisaient. C'est alors que, vers 9 heures, la sonnette retentit à nouveau. Un groupe de plus, pensai-je, mais quand j'ai ouvert la porte, je n'ai trouvé que le vide de la rue, avec le vent glacial qui soufflait doucement. Il n'y avait plus d'enfants qui jouaient, seulement un silence troublant. J'ai soupiré en essayant de retourner au travail, mais dès que je me suis retourné, la sonnette a sonné à nouveau. Cette fois, lorsqu'il a ouvert la porte, un œuf s'est brisé sur le sol du salon, salissant tout. « Quel bordel !» j'ai marmonné en m'essuyant le visage avec ma manche de chemise. J'ai claqué la porte et j'ai couru chercher un chiffon. Je savais que c'était une sorte de blague, mais j'étais seul et ça commençait à m'épuiser. Quand la sonnette a sonné pour la 3e fois, je ne l'ai pas ouverte. Je suis resté silencieux, attendant que les responsables se fatiguent et partent. Cependant, cette fois, j'ai entendu des bruits de pas dans la maison. Les mêmes bruits se répétaient, des coups à la fenêtre, des rires étouffés et le bruit de quelque chose qui grattait le mur à l'extérieur. Je suis entré dans le salon, éteignant les lumières, essayant de rester invisible. Ma respiration est devenue rapide. J'ai appelé mes parents, mais l'appel est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé le numéro de police, mais la ligne fixe, que j'utilisais rarement, semblait être coupée. Mon téléphone était dans la pièce, et pour une raison quelconque, le poids d'y aller et de m'exposer me semblait trop risqué. C'est alors que j'ai entendu le bruit du verre qui se brisait. L'une des fenêtres de la cuisine. Mon cœur s'est emballé, et pendant une seconde, je me suis figé. De là où je me tenais, j'ai vu l'un des personnages masqués qui essayait d'entrer. C'était ce même groupe d'adolescents, maintenant sans aucune honte. L'un d'eux a commencé à donner des coups de pied dans la porte d'entrée, tandis que l'autre essayait de forcer la vitre brisée. J'ai couru vers la chambre et j'ai verrouillé la porte.
N'ayant pas d'autre option, j'ai cherché quelque chose que je pourrais utiliser comme une arme. J'ai attrapé un manche à balai et mon téléphone portable, essayant d'appeler quelqu'un, mais le signal était faible. Le désespoir m'a envahi. J'étais enfermé dans ma propre maison, chassé comme si j'étais un animal. J'entendis le bruit de la porte d'entrée qui cédait. Ils avaient réussi à entrer. Ma respiration était lourde, mon cœur s'emballait. Le bruit de leurs pas résonna dans le couloir. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. Entendant le son d'une voix étouffée dans les couloirs, j'ai fait de mon mieux pour rester calme. « Elle est là !» murmura l'une des voix. Un son étouffé, déformé par le masque. Je ne pouvais pas dire si c'était un garçon ou une fille. Je ne pouvais plus m'enfuir. La panique était si grande que le simple fait de respirer semblait trop bruyant. Mais au milieu du chaos, une idée m'est venue. J'ai pris un vieux couteau de poche que mon père utilisait et je l'ai mis dans ma poche. Je savais que ce ne serait pas suffisant, mais peut-être qu'il croyait que j'étais armé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes mains tremblantes. Soudain, l'un des hommes masqués a donné un coup de pied dans la porte de ma chambre. Je me levai d'un bond, tenant le couteau de poche et pointant dans leur direction, comme si j'étais prêt à attaquer. « Sortez d'ici ! Je suis armé !» j'ai crié d'une voix que je ne me reconnaissais pas. La montée d'adrénaline m'a donné l'air plus confiant que je ne l'étais. Pendant un bref instant, ils hésitèrent. Je pouvais voir à travers les trous dans les masques que l'idée d'affronter quelqu'un armé ne faisait pas partie de leur plan. Ils échangèrent un regard, et avant que l'un d'eux ne puisse se décider, je m'avançai en pointant le canif. « Je te tuerai si tu viens ici !» j'ai crié. C'était assez. Ils ont reculé, bien qu'ils ne soient pas du tout certains que ce soit par peur ou simplement parce qu'ils ne voulaient pas aller plus loin. Le bruit de pas précipités a résonné dans toute la maison et en quelques secondes, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Je suis resté immobile pendant de longues minutes, le couteau de poche toujours fermement dans mes mains. Mes genoux ont commencé à trembler et finalement, je me suis laissé tomber au sol, tenant toujours cette arme inutile. Le silence s'installa de nouveau dans la maison, rompu seulement par le bruit de mes propres pleurs. Je savais qu'ils étaient loin, mais le traumatisme s'était installé. La maison, qui avait été mon refuge, me semblait maintenant menaçante. L'obscurité à l'extérieur, qui n'était autrefois que la scène de la nuit, s'est transformée en un rappel constant que le danger pouvait être n'importe où, déguisé en une farce inoffensive. Je m'appelle Declan O'Connor, et honnêtement, j'ai toujours pensé que les histoires de fantômes étaient pratiques pour vendre des visites bon marché. Je travaille comme guide touristique à Dublin, et bien que j'aime l'histoire de ma ville, ce qui me motive vraiment, c'est l'engagement en ligne. Mes abonnés adorent quand je mélange la beauté de l'Irlande avec une pincée de suspense. Je me suis donc dit qu'à l'approche d'Halloween, explorer un vieux château abandonné serait l'occasion idéale de créer du contenu viral. Le château de Kilcrea se trouve à quelques heures de Dublin, et c'est un joyau perdu au milieu de la campagne irlandaise. Construite au XVe siècle, c'était autrefois une forteresse imposante, mais personne ne s'en est approché depuis des décennies. Les légendes locales parlent de pratiques païennes, de rituels qui se seraient perpétués bien après la fin des croyances celtiques. Bien sûr, je pensais que tout cela était une exagération, mais rien de tel qu'une bonne histoire d'horreur pour attirer des adeptes. Le jour d'Halloween est tombé sur une nuit particulièrement froide et nuageuse, le genre de temps que les touristes associent au temps mystérieux de l'Irlande. Armé d'une lampe de poche, de mon téléphone portable et d'un appareil photo pour capturer tout le contenu, je suis entré par la porte principale du château, ou ce qu'il en restait. Les pierres, patinées et recouvertes de mousse, donnaient l'impression que l'endroit était non seulement ancien, mais oublié du monde. Super scénario, ai-je pensé en enregistrant la première partie de mes histoires. La structure interne était pratiquement en ruine, avec des vignes envahissant les couloirs et des murs s'effondrant par endroits. Il n'y avait pas de bruit de vent, pas d'animaux, juste un profond silence, comme si le château lui-même retenait son souffle. J'ai continué à marcher, explorant les pièces abandonnées,
toutes plus dégradées les unes que les autres. Jusqu'à ce que, au bout d'un couloir, je tombe sur une grande salle, la seule partie du château qui semblait avoir été, d'une manière ou d'une autre, préservée. Sur le mur opposé, il y avait des marques de pierre sculptées qui ne faisaient clairement pas partie de la décoration d'origine. C'étaient d'étranges symboles, des cercles entrelacés, des figures humaines se tenant la main, leurs visages déformés en expression d'horreur. Mon instinct m'a poussé à dire qu'il s'agissait d'une blague d'un vandale, mais il y avait quelque chose dans les symboles qui me dérangeait, une précision et des détails qui ne semblaient pas être l'œuvre d'un amateur. J'ai commencé à filmer, à raconter pour la caméra. Ici, nous voyons ce qui semble être des marques d'anciens rituels. On dit que le jour d'Halloween, les gens du coin se rassemblaient pour... Ma voix s'est brisée pendant une seconde. J'ai cru entendre quelque chose, un son faible, presque indiscernable. C'était comme un soupir. Mais il n'y avait personne avec moi, et le château, pour autant que je sache, était vide. J'ai pris une profonde respiration et j'ai continué, essayant de rendre les images aussi décontractées que possible. Mais en marchant, le son est revenu. Maintenant, plus clair, comme des pas légers derrière moi. J'ai tourné vite, la lampe de poche fendant l'air, mais le couloir derrière moi était vide. L'air me semblait plus lourd, comme si l'environnement autour de moi s'était un peu plus fermé. J'ai décidé de continuer à explorer. Après tout, j'y étais déjà, et il serait ridicule de tout abandonner pour une illusion de son. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le château, le sentiment d'être observé devenait plus fort. Les murs semblaient maintenant plus étroits, suffocants. C'est alors que j'ai découvert un petit escalier de pierre, caché derrière un tapis délavé qui semblait avoir été intact pendant des siècles. Le cœur battant plus vite, je suis descendu lentement, et ce que j'ai trouvé au sous-sol m'a fait arrêter le souffle. Le sol était recouvert de terre battue, et au centre de la pièce, il y avait une grande dalle de pierre, inclinée comme une table, avec des anneaux métalliques rouillés aux extrémités, où clairement quelque chose ou quelqu'un aurait été attaché. De vieilles traces de sang tachaient encore la pierre. Tout autour, plus de symboles gravés sur les murs, cette fois-ci avec plus de détails, montrant des scènes de sacrifice, de corps brisés, entourés de personnages avec des masques d'animaux. J'aurais dû partir à ce moment-là. Quelque chose en moi me criait de courir, de sortir de là et de ne jamais revenir. Mais ma curiosité et honnêtement mon besoin d'impressionner mes abonnés m'a maintenu stable. Ils voulaient plus. Ils voulaient la vérité derrière la légende. J'ai touché les symboles du bout des doigts, en essayant de comprendre la signification de chacun d'eux. C'est alors que je l'ai entendu. D'abord, ce n'était qu'un murmure, puis un cri. Pas de mon imagination, mais d'un vrai cri, d'une douleur viscérale. Les murs semblaient vibrer au rythme du son. J'ai couru vers l'escalier, mais les portes du château étaient fermées, sans que je les ai jamais fermées. J'ai commencé à transpirer, mon corps dans une frénésie d'adrénaline. J'ai entendu des pas qui montaient l'escalier, mais personne n'est apparu. Juste des sons, des échos de quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais qui était clairement là avec moi. Ma lampe de poche a clignoté et l'air est devenu froid. Quelque chose bougeait dans l'obscurité, et pendant une seconde, j'ai vu, ou cru voir, des ombres déformées le long des murs, comme si les figures sculptées étaient sorties de la pierre. Ils ne se tenaient plus la main, mais s'approchaient de moi, lentement. Je pouvais sentir ses yeux vides me fixer, ses mains déformées essayant de m'atteindre. Je me suis tourné vers la porte et j'ai essayé de la défoncer, mais elle ne voulait pas bouger. Mes cris résonnaient dans le château, une cacophonie d'effroi qui se mêlait aux gémissements des anciennes victimes. J'ai senti une main invisible toucher l'arrière de mon cou, le contact glacial qui a fait se raidir tout mon corps. Finalement, dans un dernier élan de désespoir, j'ai réussi à briser la serrure de la porte. J'ai couru dans le couloir sombre, sans me retourner, avec l'horrible sensation que quelque chose me poursuivait. Quand je sortis du château, l'air me parut moins oppressant, mais le silence continua. J'ai regardé le bâtiment une dernière fois et j'ai juré de voir une silhouette aux fenêtres qui me regardait en retour. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé comme un fou jusqu'à Dublin, sans m'arrêter pour respirer. Mes abonnés adoreraient sans aucun doute l'histoire,
mais je savais que je n'y retournerais jamais. Cependant, la vraie terreur est venue plus tard. Chaque nuit, dans mes rêves, je revis ce château. Les cris, les murmures, les ombres qui se déplacent le long des murs. Je me réveille toujours avec le sentiment que quelque chose m'a suivi à partir de là, quelque chose qui est toujours avec moi, même à la maison. Et au fond de mon esprit, je ressens toujours ce contact glacial à l'arrière de ma tête, comme s'il m'avertissait que je ne m'en suis jamais vraiment échappé. Halloween n'a jamais été quelque chose que j'ai pris au sérieux. Les films d'horreur m'ont toujours semblé absurdes et prévisibles, faits pour ceux qui avaient besoin d'une frayeur facile. J'adorais rire des clichés, le monstre qui apparaît quand on s'y attend le moins, l'héroïne qui court toujours au mauvais endroit, les frayeurs qui ne m'ont jamais attrapé. Alors, dans la nuit du 31 octobre, alors que la ville se remplissait de costumes et de fêtes, j'ai décidé de passer la nuit seul, à zapper entre les chaînes d'horreur et à m'amuser au détriment des histoires stupides. Mon appartement, au 10e étage d'un vieil immeuble à New York, était l'endroit idéal pour cela. Je me suis installé sur le canapé, avec un tas de pop-corn sur mes genoux et une couverture enroulée autour de mes épaules. Le bruit étouffé de la pluie frappant les fenêtres ajoutait une touche subtile à l'ambiance. J'ai sauté de film en film, à la recherche de quelque chose qui me divertirait, mais rien n'a trop retenu mon attention. Jusqu'à ce que, entre une pause et une autre, l'écran du téléviseur clignote, comme s'il ajustait le signal. Soudain, une image granuleuse en noir et blanc des caméras de surveillance a émergé. Au début, j'ai pensé que c'était une sorte de publicité pour un film. Une maison est apparue dans le coin de l'écran, avec des caméras pointées sous tous les angles. La qualité était terrible, pleine d'interférences. C'était une vieille maison avec de grandes fenêtres et une porte en bois solide. Quelque chose dans l'image m'a semblé familier, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Après tout, tout à New York semblait se répéter. Les caméras ont suivi en boucle, montrant différentes pièces de la maison, toutes vides. J'ai continué à regarder, espérant que la scène se transformerait en quelque chose de plus excitant. Mais les caméras montraient toujours la même chose. Dans la cuisine, une lampe vacillait, projetant des ombres sur les carreaux usés. Dans le couloir, une fenêtre entr'ouverte claquait doucement au vent. J'attendais la peur. C'était le moment classique. Une silhouette, une porte qui s'ouvre toute seule, un effet prévisible. Mais au lieu de cela, j'ai remarqué un détail inconfortable. Les meubles de cette maison avaient l'air trop familier. Le canapé usé avec le même motif gris délavé, le tapis qui se trouvait dans le hall d'entrée, et même la lampe d'angle. Tout était identique à mon appartement. Ce ne pouvait pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Je me suis assis sur le canapé plus attentif, et mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai commencé à reconnaître les détails, les petites fissures dans le plafond, la façon dont la peinture s'écaillait dans certains coins. Ce n'était pas seulement familier, c'était mon immeuble. Je voyais, avec une certitude absolue, l'appartement en face du mien. Un frisson m'a parcouru l'échine. Maintenant, chaque scène de l'émission me semblait incroyablement réelle. Une caméra s'est concentrée sur le couloir, et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette debout dans le coin de l'écran. Il était silencieux, regardant, immobile. Il était difficile de discerner un détail avec la mauvaise qualité de la vidéo, mais c'était quelqu'un, une personne, avec le visage complètement dans l'ombre. C'est une partie d'un film d'horreur bon marché, ai-je pensé. J'ai essayé de me convaincre que c'était une sorte de truc de montage. Malgré cela, je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. La silhouette était là, immobile, et je la sentais, même sans la voir clairement. La caméra du couloir se balançait légèrement, capturant les pas lourds de la personne qui se dirigeait vers la porte d'entrée. Ma poitrine s'est serrée. C'était comme si je pouvais sentir le poids des pas résonner sur le sol, même si je n'entendais rien. Puis, une idée horrible m'a traversé l'esprit. Le bâtiment que je voyais était le mien. L'émission me montrait à partir de caméras dont j'ignorais l'existence. Et ce chiffre s'approchait de ma porte. J'ai lâché la télécommande, qui est tombée avec un craquement sourd sur le sol. Le coureur montré lors de l'émission était mon coureur.
Chaque détail s'y adaptait. Les vieux cadres, le bruit des fenêtres qui claquaient avec le vent fort du dehors. Je me suis levé, essayant d'ignorer l'adrénaline qui faisait trembler mes mains, et je suis allé à la porte d'entrée. J'ai posé mon œil sur le Judas, et ce que j'ai vu m'a fait tourner l'estomac. Le couloir était vide, il n'y avait personne. Le bruit de la pluie et du vent était le seul bruit en dehors de ma respiration accélérée. Je suis retourné dans le salon, ne sachant pas quoi faire. Sur la télévision, la silhouette était toujours là, maintenant plus proche de la caméra, atteignant presque la porte d'entrée. Je savais ce qui allait arriver, mais je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai entendu des bruits de pas lourds et lents dans le couloir. Mon cœur s'est emballé. Je suis retourné à la porte en courant et j'ai regardé à nouveau par le Judas. Rien. Personne. Panique. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris mon téléphone pour appeler la police. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et j'ai porté le téléphone à mon oreille. L'indicatif d'appel a résonné une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'une voix robotique coupe la ligne. Nous avons des difficultés techniques, veuillez réessayer plus tard. Désespéré, j'ai commencé à vérifier toutes les serrures de la porte, même si je savais déjà qu'elles étaient correctement fermées. Sur la télévision, la silhouette se tenait maintenant devant ma porte, fixant directement la caméra qui capturait mon entrée. J'avais l'impression d'entendre sa respiration, même si la transmission était complètement silencieuse. J'ai couru vers la fenêtre, essayant de voir s'il y avait quelqu'un dans les parages. Mais du 10e étage, tout ce que je pouvais voir, c'était la ville trempée par la pluie, complètement inconsciente de mon désespoir. N'ayant pas d'autre choix, je me suis caché dans la pièce. J'ai fermé la porte à clé et je me suis blotti sous le lit, comme si j'étais un enfant effrayé. Les heures ont passé. La transmission n'a pas cessé. La silhouette ne bougeait plus, mais je pouvais sentir sa présence de l'autre côté de la porte. À chaque petit bruit, le grincement des planches, le bruit lointain de la rue, je ressentais une oppression dans ma poitrine, m'attendant au pire. L'aube parut, et avec le jour, la transmission cessa. La chaîne est revenue à son cycle cinématographique normal, comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'arrivais plus à me convaincre que ce n'était qu'une blague, un film mal monté. Cette peur viscérale d'être observé, d'avoir quelqu'un à la porte de ma propre maison, était trop réelle. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais pu regarder de films d'horreur. Peu importe à quel point j'étais sceptique, à quel point j'essayais d'être rationnel. Ce sentiment d'être toujours observé, que quelqu'un puisse être derrière une caméra, à espionner mes mouvements, ne m'a jamais quitté.